Bonjour et bienvenue sur TV Land, votre télévision locale. Tout d'abord, félicitations à Julie Simonet pour son nouveau titre de championne de France après sa médaille d'argent au championnat d'Europe junior. Je suis super contente, une année de plus c'est super bien, il y a beaucoup plus de concurrence du coup je pensais que ça allait être plus compliqué mais mon choix il a été super et je suis vraiment très contente. Et maintenant, voici le sommaire de notre édition de ce lundi 31 octobre. Basket, derby entre Real Chalossé et US Dax Gamargue. Stop Tafta dans les Landes. Éveil musical avec Max. Lancement des actions en faveur du Téléthon. Et pour finir, nous recevrons deux invités qui nous parleront d'un art, le patchwork. Samedi soir avait lieu le très attendu derby landais de la poule C Nationale 2 opposant le Real Chalossé à l'Union Gamargue Dax en basket. Le match se déroulait dans les arènes de Toulousette et nombreux étaient ceux à venir supporter leur équipe. Alors, Real Chalossé ou SDG? Réponse en images. Les arènes de Toulousette étaient pleines pour un derby très attendu. Le Real Chalossé recevait l'UDG et le match s'annonçait serré. Dès les premières minutes, les deux équipes sont au coude à coude. Petit à petit, l'UDG prend de l'avance et creuse l'écart de points. La première mi-temps s'achève alors avec 37-29 pour les Rouges et Noirs. On a fait une bonne première mi-temps, je pense. Ils ont bien démarré, mais on a bien rectifié. Ce qui a fait un petit peu la différence, c'est l'expérience de cette équipe qui joue à ce niveau-là depuis X années, avec des joueurs d'expérience qui ont connu le haut niveau. Ils nous ont fait mal défensivement, donc c'est pour ça qu'on a pris 12 points de retard. Mais voilà, je crois que la différence, elle est là, c'est l'expérience. Les ballons qu'il faut jouer correctement, ils ont su les jouer. Nous, on a déjoué sur certaines possessions. Si on veut se comparer à eux, ils sont un peu les favoris, on est un peu l'équipe en dessous, on est promu. Donc nous on donne tout, ça passe ou ça casse. On a eu des moments sur 3-4 minutes où on a pris le dessus. Malheureusement avec leur expérience, ils ne jouent pas forcément vite mais ils savent ce qu'ils font, ils sont bien placés. Donc ils résistent. Pendant la seconde mi-temps, le Real ne s'annonce pas vaincu et remonte peu à peu le score. La deuxième mi-temps a manqué de rythme un petit peu. Nous on avait une avance qu'on a un peu trop gérée. Et du coup, on n'a pas réussi à faire l'écart. Et on sait qu'à moins de 10 points, cette équipe-là est dangereuse parce qu'elle peut prendre feu. Les dernières minutes de match sont plus tendues que jamais, mais l'UDG joue la carte de la défense, rendant l'accès au panier difficile pour les Bleus. Avec seulement 4 points d'écart, l'UDG remporte le match 60-56. Ce qui est bien, c'est qu'on a su tenir jusqu'à la fin et gérer le tempo jusqu'à la fin avec quelques gros paniers de notre côté aussi. Donc voilà. Nous, on a eu du sang-froid dans les moments importants quand même. Et Mathieu en particulier sur les lancers à la fin. Et donc du coup, on a réussi à garder un maigre avantage. Sur ce match-là, même quand on a été à moins de 12, on n'a pas lâché le match. Les joueurs ont fait l'effort de revenir pour venir les inquiéter un petit peu en fin de match. Voilà, donc le contenu... On va pas dire qu'on est content, mais on va s'en satisfaire. Par contre, voilà, la défaite est là. On voulait vraiment rester invaincu à domicile, ça ne sera pas le cas. Maintenant, on a vu qu'on pouvait lutter avec ce genre d'équipe-là. On retiendra qu'on perd de 4 points finalement. C'est de bon augure pour le reste et pourquoi pas sur le match retour ou en Coupe des Landes prendre une revanche. Dans le style, ça s'améliore. On est la meilleure défense de la poule et ce soir, on a encore montré qu'on était capable de défendre très dur. Maintenant, il va falloir améliorer le niveau offensif et j'espère qu'avec le travail qu'on fait toute la semaine, ça va porter ses fruits. Le collectif Stop Tafta des Landes milite depuis plus d'1 an contre cet accord de libre-échange transatlantique. 106 communes des Landes se sont déclarées à ce jour hors Tafta. L'occasion de célébrer cette mobilisation qui s'amplifie. Une journée consacrée à un débat sur le CETA avec des prises de parole d'élus et du public pour finir en coup de théâtre. Regardez. De nombreuses personnes se sont mobilisées à Montfort-en-Chalosse pour fêter les 1 an du collectif Hors Tafta et CETA des Landes. L'occasion de parler de l'actualité de ces accords de libre-échange transatlantiques. Le TAFTA est un petit peu en sommeil, il continue d'exister, il n'est toujours pas mort, mais
du côté des États-Unis, ça coince un peu. Donc on a un petit peu de temps là-dessus, enfin le TAFTA est un petit peu en sommeil. En revanche, il y a un autre accord, l'accord Union Européenne-Canada, qui lui arrive en ce moment en phase de ratification. Et ce qui s'est passé hier, c'est-à-dire le 21 octobre, c'est qu'il n'a pas été possible de trouver un accord entre le Parlement wallon et l'Union européenne d'une manière générale sur cet accord-là. Et donc le Parlement wallon continue de refuser la délégation de signature à la Belgique, ce qui fait que la Belgique ne peut pas signer l'accord aujourd'hui. Alors c'est déjà une grande victoire du mouvement social parce qu'évidemment le Parlement wallon a pris cette décision parce qu'il y a un mouvement social très fort, mais c'est une victoire qui est temporaire. Il faut bien voir que beaucoup de choses peuvent se passer, qu'il peut y avoir des retournements du Parlement wallon d'une part, et d'autre part, il peut aussi y avoir un certain nombre de choses qui se passent un peu plus tard sur la question de la mixité, sur la question de l'application temporaire, qui feront que le Conseil des ministres finalement l'endosse. Plusieurs élus ont également pris la parole et échangé avec les personnes présentes ce jour-là. Toutes les interventions, d'abord des personnalités invitées. Je rappelle que nous avons invité le Conseil général, le Conseil régional, et puis nous avons donné la parole à 3 élus landais. La qualité d'intervention de ces élus et ensuite des interventions, des échanges qui ont eu lieu dans la salle a été tout simplement remarquable et digne d'une démocratie où les citoyens ont quelque chose à dire. Suivi d'une pièce de théâtre proposée par le collectif Hortafta et CETA des Pyrénées-Atlantiques, mettant en avant, de manière humoristique, le mariage entre l'Union européenne et les États-Unis. Le spectacle qui nous a été présenté, la parodie de mariage entre l'Europe et les États-Unis, ça vaut aussi bien sûr pour le Canada, entre les deux côtés de l'Atlantique. Cette parodie permet à un spectateur, enfin à un assistant qui est dans la salle et qui n'est pas très au courant de ça, de se rendre compte par la magie du théâtre, de se rendre compte combien ces traités sont nocifs. Oh, mais c'était clair, hein, le mariage, nous n'en voulons pas, comme tous les collectifs anti-TAFTA. Et cette satire que nous avons jouée, elle a été jouée d'ailleurs un petit peu partout en France, sous d'autres formes, avec d'autres discours. Mais enfin, le thème étant un peu le même. Voilà. Donc nous n'avons rien fait de plus que ce qui a été débattu ce matin, mais avec un peu d'humour peut-être. Voilà. Aujourd'hui, 106 communes landaises et 9 communautés de communes se sont déclarées hors TAFTA et CETA, un combat qui n'est pas prêt de s'arrêter. On ne va pas s'arrêter là, notre combat va continuer. Comme va le souligner Frédéric Vial, on a obtenu un petit arrêt, une petite respiration, mais notre combat doit continuer. Et nous, dans les Landes, je suis sûr qu'il y avait dans la salle des spectateurs venant de communes non engagées encore. Je crois qu'ils vont ramener dans leur conseil municipal où ils vont alerter leur municipalité pour qu'il faille se déclarer sans tarder hors TAFTA et hors CETA. On n'a pas fini le travail, on n'a pas fini les mobilisations. Il faudra aussi aller, le cas échéant, devant le Parlement européen sur la question. Donc il ne faut surtout pas baisser la garde. Il faut se sentir encouragé et renforcé par la résistance de la Wallonie qui doit nous inciter à renforcer notre propre résistance mais ne pas baisser la garde. Avec l'aide de Max, les centres de loisirs des communes de Tos-Saubion, Cabreton, Messanges et Sortes-Saucegor ont permis à une 60aine d'enfants de découvrir la musique sous toutes ses formes lors d'un stage d'éveil musical. Pendant 5 jours, 4 centres de loisirs ont décidé de proposer aux enfants de 3 à 6 ans un stage d'éveil musical. Plusieurs ateliers ont donc permis à ces bambins de découvrir toute la magie de la musique. Les enfants sont passés par petits groupes dans plusieurs ateliers, dont le mien. Et dans mon atelier, ils ont découvert donc des instruments intuitifs. Violon, alcel. Il y avait quoi d'autre comme instrument? Un tambourin. Tambourin, après?
Une flûte. Ils ont découvert la harpe, ils ont découvert le bol tibétain, ils ont découvert les xylophones, ça c'est assez connu. On a travaillé sur les émotions, on a travaillé sur le ressenti. Et ils ont été orientés mais pas dirigés dans les ateliers de façon à pouvoir s'exprimer librement et à vraiment faire ressortir leur personnalité. Et après, on a fait donc un voyage sonore où les enfants ont retrouvé des repères des ateliers qu'ils ont eu avec moi, où j'ai réutilisé des instruments que eux avaient utilisés, parce qu'ils ont pu utiliser la harpe individuellement et à deux. Et donc ils ont retrouvé des repères dans ce voyage-là. Et on a fait volontairement quelque chose de non guidé pour laisser aux enfants l'imagination aussi voyager et puis se libérer. Voilà. Une petite histoire est venue également s'ajouter à ce stage musical. Au début de la semaine, Madame Zic a perdu sa voix et toute la semaine, les enfants se sont évertués à travers les ateliers musicaux pour qu'aujourd'hui, peut-être que Madame Zic va retrouver sa voix. On lui a retrouvé sa voix. Parce qu'il y a Madame Zouk qui lui avait donné la potion magique. En fait, j'ai participé à un concours de chant et en fait j'ai gagné, sauf qu'il y avait donc une autre participante qui a perdu et qui a voulu quand même fêter ma victoire. Sauf que dans le verre qu'elle m'a offert, il y avait une potion magique qui m'a coupé la voix, donc je ne pouvais plus parler, je ne pouvais plus chanter et je ne pouvais plus participer au concours. Et pour que Madame Zic puisse retrouver sa voix, les enfants devaient pousser une chanson spéciale. On a chanté. On écrit sur les murs. Mais du coup, ils ont été super contents et là, ils m'ont posé beaucoup de questions. Mais pourquoi elle était méchante, Madame Zouk, pourquoi elle m'a fait ça, où c'est que j'habitais, voilà, plein de choses. Et si je passais à The Voice l'année prochaine, donc peut-être si je gagne les battles. Et c'est The Voice. Un moment d'initiation et de partage pour ces petits Landais et qui se renouvellera peut-être l'année prochaine. Alors on espère que ça va perdurer, d'abord pour le partenariat étroit avec Pôle Sud, qui est le centre de formation musicale, pour lequel on essaie de faire profiter le maximum d'enfants, leur faire découvrir de la musique bien avant de prendre des cours, mais justement leur donner goût à cette musique-là. Pour la seconde fois à Metz, la ville avait organisé une journée entière pour le Téléthon. Je suis ravie parce qu'effectivement Metz s'était endormi un petit peu. Metz s'est réveillé, c'est parfait, c'est très bien. Afin de finir cette journée en toute convivialité, le public a pu prendre part à un dîner-spectacle créé par les filles du Sablard. Qui sont les petites stars? C'est les filles du Sablard! Pendant 2 heures, danseuses et chanteuses se sont emparées de la scène en mixant les styles et les époques. On essaye de trouver des thèmes qui nous boostent. Après, on essaye d'être dynamique sur scène. On essaye d'avoir de la joie et de la bonne humeur, n'est-ce pas? Et le sourire surtout. On fait selon à la demande et selon la moyenne d'âge des gens. On s'adapte au public. Voilà. On s'adapte à chacun des publics. On essaye on voit avec les gens qui organisent et on essaye de faire pour le mieux. Là, ce soir, c'est un public un petit peu jeune, il va y avoir un petit peu de tout. Donc, on va faire un petit peu de tout. On va essayer d'amener tous les gens avec nous. On va aller dans le public, voilà. Et à moitié du spectacle, tout le monde nous suit et tout le monde est content. Et nous, on est satisfaits aussi de notre prestation. Voilà. Tout comme le public, les artistes étaient ravis de pouvoir partager ce moment de fête autour d'une cause importante.
C'est le Téléthon et donc on veut, voilà, nous ce qu'on fait, on fait chaque fois 1 à 2 fois dans l'année pour la mucoviscidose et pour le Téléthon et on essaye de participer à notre niveau bien sûr pour pouvoir agrémenter un petit peu les soirées, pour pouvoir justement amener les gens à voilà, donner un petit peu pour ces causes-là. Pour clôturer le spectacle, les filles du Sablard ont offert au public un dernier tableau très traditionnel. On fait un petit clin d'œil aux fêtes du Sud-Ouest avec un final qu'on appelle Feria. Et on essaye d'amener le public à nous rejoindre et à faire des choses avec nous, à être en osmose avec nous, si on peut dire. Voilà. Alors aujourd'hui, je suis en compagnie de Josette Rezano et Charlotte Benitez. Mesdames, bonjour. 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 Alors vous êtes toutes les deux membres de l'association Art Cult de Seignos. Qu'est-ce que c'est exactement? C'est une association qui regroupe entre 30 et 40 personnes, qui se réunit tous les jeudis à Seignos depuis 1994. Donc c'est quand même une association qui n'est pas d'aujourd'hui. Et ce sont des personnes qui sont réunies autour du patchwork. Le patchwork étant un assemblage? Un assemblage de tissus, voilà. Un assemblage de morceaux de tissu. Voilà, de morceaux de tissu. Ceux qui n'aiment pas le patchwork disent qu'on achète un grand morceau de tissu, on le découpe en petits morceaux et puis on le recoue. Alors à quoi ça sert? Voilà. Pourquoi pas? Alors, quelles en sont les origines du patchwork? Est-ce qu'on sait d'où il vient? Depuis quand il existe? Est-ce que c'est Charlotte qui va nous répondre? Il est vrai que dans les musées, on trouve des représentations très anciennes de patchwork. Il y a des momies égyptiennes qui ont et des momies d'Amérique du Sud qui ont des vêtements qui sont faits en patchwork. D'accord. Donc, c'est très ancien. Mais le patchwork actuellement, il a comme origine l'Alsace en particulier. Et la Hollande, c'est parce qu'au moment des guerres de religion, c'était des communautés protestantes, donc elles étaient persécutées. Et elles ont émigré vers les États-Unis. Oui, parce qu'on pense que le patchwork, il vient des États-Unis. En fin de compte, il vient d'Europe. Il vient d'Europe, absolument. Oui. Oui. Il est parti d'Europe vers les États-Unis au moment de cette immigration. Et il est revenu chez nous dans nos associations. Voilà. Alors, la différence entre patchwork et le quilt, c'est synonyme? Ce sont des mots qui sont très proches l'un de l'autre. Le patchwork, c'est l'assemblage. Le quilt, c'est ce qu'on ajoute à l'assemblage quand on a constitué le dessus, la doublure et l'intermédiaire de molleton. Voilà. Voilà. Et on quilte en assemblant les 3 épaisseurs. D'accord. Le patchwork, ça avait une signification, je dirais, de récupération de tissu, d'après mes connaissances, mais ça racontait aussi l'histoire de la famille. Oui. Chez les Amish, ça a été beaucoup utilisé. Oui, en fait, c'était des populations, enfin des groupes qui étaient assez humbles et ils vivaient dans des climats quand même un peu rudes. Et on récupérait les vieux vêtements, la meilleure partie de vieux vêtements, et on les assemblait pour faire d'autres couvertures ou d'autres vêtements. Donc on rajoutait les morceaux, on mettait plusieurs épaisseurs de tissu pour qu'on puisse avoir un peu plus chaud. D'accord. Au fil du temps, de quelque chose qui était utilitaire, c'est devenu un art. Oui, maintenant, oui. Oui. Maintenant, on a atteint
D'abord parce qu'on a de beaux tissus, parce qu'on ne récupère plus, maintenant c'est une vieille histoire, la récupération, on ne récupère plus les tissus, on les achète et on les choisit et on n'est plus dépendant des petits restes. Donc on a atteint, oui, maintenant en patchwork comme en art textile, c'est ce qui va suivre le patchwork, l'art textile, c'est-à-dire c'est l'évolution du patchwork, l'art textile. Hein. Donc en art textile, on a atteint suffisamment de notoriété pour faire des expositions, pour afficher les patchwork au mur d'ailleurs, hein, alors que ça a souvent été de l'utilitaire. Maintenant, on en met au mur. Voilà. C'est passé de l'utilitaire au décoratif. Au décoratif, tout à fait. C'est un art entier, complet. À part entière. Avec ses techniques propres. Est-ce que vous pouvez me donner des exemples de techniques, voilà, des noms, comment ça s'appelle, qu'est-ce qu'on fait Il y a énormément de blocs qui sont reproduits dans le patchwork, mais pour donner un exemple, le log cabin vient du fait que les pionniers qui sont arrivés aux États-Unis vivaient très, très mal en fait. Ils avaient à cultiver la terre, ils avaient à se loger. À se loger, oui. Et l'important, c'était le feu. Donc, on faisait le feu, et autour du feu, on se réunissait pour se réchauffer. Ça, c'était le point de départ. Et ensuite, dans le log cabin, le centre représente le feu, et tous les morceaux qui sont assemblés autour du feu étaient les bûches. Les bûches. Oui. Voilà, les rondins. Les rondins qui entouraient le feu. D'accord. Ça, c'est un des seuls, oui. Hein, je n'en connais pas beaucoup, mais je crois que c'est un des seuls blocs, on appelle bloc, donc un élément du patchwork. C'est un des seuls blocs qu'on peut dire être uniquement américain. Ça n'est pas un motif, un modèle qui a été importé, que les réfugiés ont importé d'Europe, en fait. Hein. C'est vraiment un modèle typiquement américain. Oui, c'était la cabine. C'était et ça s'appelle le log cabin, la cabane de rondins, en fait. Hein. D'accord. Voilà. Il y a des noms qui sont plus ou moins poétiques, le chemin de l'ivrogne, le chemin de la grand-mère, les bobines. Oui. Pourquoi ces noms et ça correspond à quoi ? C'est la forme qui induit le nom, finalement. Le chemin de grand-mère, le jardin de grand-mère, ce sont des hexagones assemblés les uns aux autres qui forment effectivement de loin. Ça peut donner l'illusion d'un jardin fleuri. Le chemin de l'ivrogne, sans faire trop d'explications, je crois que tout le monde peut le comprendre. Voilà. Pour ce qui est, par exemple, de le crési. Le crési, on n'en a pas parlé, c'est le plus ancien bloc de patchwork dans la mesure où il est utilisé, enfin les tissus utilisés, ce sont des tissus de récupération de toutes sortes, très hétérogènes, des tissus de soie, ça peut être de l'ameublement, ça pouvait être des vêtements de travail, tous ces petits morceaux de tissus hétérogènes qui sont assemblés pour reconstituer un tissu et ensuite rebroder, c'est le plus ancien donc des motifs de patchwork. Alors, ça a quand même l'air d'être très technique, d'être très précis. Moi qui suis une piètre couturière, est-ce que je pourrais me lancer dans le patchwork, par exemple ? Est-ce que ça s'adresse à quelqu'un de très expérimenté ou il est accessible à tous ? Non, c'est accessible à tout le monde. Oui. Au niveau des membres, vous avez des au niveau du point, vous faites un point avant et puis vous pouvez assembler deux morceaux de tissu. C'est d'une simplicité enfantine. Les enfants, l'association française a créé une branche qui s'appelle les Jeunes Pousses, ENT, hein, les Jeunes Pousses, qui réunit, enfin qui fait et qui expose surtout des ouvrages d'enfants, mais il faut voir ce que les enfants sont capables de faire.
Tout simplement en assemblant des morceaux de tissu, en se aidé peut-être un peu par les mamies, les mamans, les tatis, etc. Mais les enfants sont capables de faire du patchwork. Donc n'importe qui, la précision et l'envie de réussir sont les seules qualités qu'il faut avoir pour faire du patchwork. Alors avec le patchwork, puisque c'est devenu un art, on a passé le cap de tout ce qui est utilitaire. On fait quoi maintenant en patchwork? On fait encore des dessus de lit, hein, s'il en reste, mais peut-être pas le côté utilitaire est peut-être un tout petit peu moins important. Le côté décoratif du dessus de lit dans une chambre est peut-être un peu plus important maintenant. Et puis, je vous dis, ça s'affiche aussi beaucoup sur les murs. Voilà, on se sert... On fait des tableaux. Des décorations. Des tableaux de patchwork, oui. On fait aussi des vêtements. Oui. Un peu plus difficile à porter. Oui. Très américain, en tout cas, à porter. Oui, oui. Japonais aussi. Les Japonais aussi. Les Japonaises sont très, très bonnes en patchwork. Oui. Elles nous ont... depuis quelques années, là, elles ont fait des progrès immenses. En quelques années. Hein. Personnellement, vous êtes venue au patchwork, pourquoi, Charlotte? Qu'est-ce qui vous a attiré dans le patchwork? Non pas les formes et la répétition des formes, et des blocs, mais les couleurs, l'assemblage des couleurs. Et puis le côté créatif, en fait, parce qu'on en fait ce qu'on veut, on n'est pas obligé de répéter plusieurs fois comme avant sur un couvre-lit, on n'est pas obligé de répéter le même motif exactement identique. Donc ça, c'est attirant. Et Josette, quelles sont les qualités pour faire un bon patchwork? La patience, la précision. La précision. Et puis l'envie de réussir, hein, parce que je crois que l'envie, c'est le moteur principal. Quand on fait du patchwork, on s'évade? Complètement. Oui. On s'évade par les couleurs, on s'évade par le travail. D'ailleurs, c'est reconnu médicalement, je dois dire que la pratique du patchwork, et tout le monde à l'atelier vous le dira, ça m'a aidé à tel moment où j'avais des difficultés. C'est vrai que tout le monde le dit, hein, c'est vraiment c'est thérapeutique. Voilà, le médicament suprême. C'est un art thérapeutique qui est accessible à tous. Oui, accessible à tous, oui. Enfin, je pense, oui, que personne ne pourra nous contredire là-dessus, en tout cas. Et comment est-ce qu'on décide de faire une pièce en patchwork? On la crée d'abord dans sa tête ou on voit un tissu qui nous accroche, qui fait que... Il y a plusieurs approches, finalement. Hein. Ça peut partir d'un tissu qu'on a envie de travailler. Ça peut partir d'un modèle qu'on a vu dans un journal ou d'une photo qu'on a prise et qu'on aimerait traduire en patchwork. Ça peut partir d'une envie de couleur. Ouais. C'est l'inspiration est sur le moment. Oui. Oui, c'est l'envie qui commence. Voilà, c'est l'envie de faire quelque chose de nouveau. Oui. Alors, tous vos travaux, mesdames, les travaux de l'association, on peut les voir où? Lors des expos, déjà. Une expo, en général, est organisée tous les 3 ans. Artquilt organise une expo tous les 3 ans. Il y en a une récemment? Oui, il y en a une au mois de septembre. Ce n'est pas le meilleur mois, d'ailleurs, pour faire une expo, hein, je crois, dans les Landes. Ensuite... chacune peut vous rejoindre à l'association. Voilà, on peut, pour les personnes intéressées, il faut carrément s'adresser à l'association, venir le jeudi. Alors le jeudi, oui, je ne saurais pas dire, à la salle pour tous à Seignos. D'accord. J'en connais pas l'adresse. Non, moi non plus. Il y a les cours de danse, il y a les cours de... D'accord, mais salle pour tous, c'est la salle pour tous. C'est à la maison des associations. Oui, voilà, c'est une salle pour tous. Oui, c'est ça. Oui. Donc c'est le jeudi à la maison des associations. On demande l'atelier patchwork et on vous retrouve. Voilà. En général, on nous entend.
On vous entend avant de vous voir. Mais c'est parfait. Mesdames, je vous remercie de vous être déplacées pour nous parler patchwork. Merci à vous, Merci à vous de nous avoir reçus. Voilà, cette édition est maintenant terminée. Je vous remercie de l'avoir suivie. Je vous donne rendez-vous mercredi pour un prochain journal de TV Land, votre télévision locale. D'ici là, je vous souhaite de passer une bonne journée. C'est bon ?